48 heures après que la Britannique de 26 ans ait demandé la résiliation de son contrat de mariage avec un cheikh de Dubaï et menacé de s'adresser au consulat, son corps a été retrouvé dans la piscine d'une villa d'une valeur de 12 millions de dollars. La version officielle a fait état d'un accident, mais le médecin légiste a constaté des ecchymoses sur le cou et des signes d'étranglement avant la chute dans l'eau, après quoi il a été licencié et la famille a reçu 2 millions de dollars de compensation à condition de ne jamais demander l'exhumation du corps. L'histoire a commencé 1 an avant la tragédie, lorsque cette jeune femme originaire d'une petite ville du comté d'Essex a reçu pour la première fois une offre qui lui semblait être un moyen d'échapper à ses dettes et à l'incertitude. Elle travaillait comme mannequin de niveau intermédiaire, participait à des séances photos pour des boutiques de vêtements en ligne, faisait la promotion de produits cosmétiques sur Instagram et obtenait parfois des contrats pour des défilés dans des centres commerciaux. Ses revenus étaient instables, environ 2 à 3 000 livres par mois dans les bons moments, parfois moins. Elle louait une chambre dans un appartement avec 2 colocataires dans l'est de Londres, dans le quartier de Hackney, et payait 700 livres pour une minuscule chambre sans fenêtre. Elle avait accumulé environ 18 000 livres de dettes sur ses cartes de crédit, résultat de plusieurs années passées à essayer de maintenir l'image d'une mannequin à succès, en achetant des vêtements de créateurs, en payant des séances photos professionnelles, en se rendant à des événements dans l'espoir d'obtenir des contrats. L'agence avec laquelle elle travaillait prenait 30% de chaque cachet, mais elle n'avait toujours pas décroché de gros contrats. Elle avait 25 ans et commençait à comprendre que sa carrière ne se déroulait pas comme elle l'avait rêvé à 18 ans. La proposition est venue d'une amie, une autre mannequin qui travaillait depuis plusieurs années dans les pays du Golfe Persique. Elles se sont rencontrées dans un café du quartier de Shoreditch en novembre 2024. Son amie semblait avoir réussi, elle portait un sac à main valant plusieurs milliers de livres, une montre de luxe et parlait de voyages à Monaco et aux Maldives. Quand on lui a demandé le secret de son succès, elle a expliqué le système appelé mariage temporaire ou mariage contractuel. Le principe était simple. Des hommes riches des pays du Golfe, principalement des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et du Qatar, recherchaient de jeunes femmes européennes séduisantes pour des mariages de courte durée. Il s'agissait de mariages tout à fait légaux, enregistrés auprès des tribunaux musulmans de la charia, mais assortis d'un contrat qui définissait toutes les conditions à l'avance. En général, la durée était comprise entre 1 et 3 ans, avec une rémunération allant de 200 000 à 800 000 dollars, selon les exigences du client et l'attrait de la femme. La femme bénéficiait d'une vie luxueuse, d'une villa ou d'un appartement, d'une voiture et d'une pension mensuelle. En échange, elle devait assister à des événements sociaux en tant qu'épouse, voyager avec son mari et être disponible quand il le souhaitait. Mon ami m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas de prostitution au sens classique du terme. Il s'agissait d'un mariage légal avec tous les documents nécessaires. Les hommes voulaient un statut, une belle femme occidentale à leurs bras qu'ils pouvaient te montrer à leurs amis et à leurs partenaires commerciaux. Beaucoup d'entre eux étaient déjà mariés à des femmes locales, avaient parfois 3 ou 4 épouses conformément à la loi islamique, mais en voulaient une autre, européenne, comme symbole de richesse et d'influence. Le contrat protégeait les 2 parties. La femme recevait un paiement garanti, l'homme avait la garantie qu'elle ne demanderait pas plus d'argent ou n'essaierait pas de rester mariée après la fin du contrat. Lorsque la Britannique a entendu le chiffre de 500 000 dollars pour 2 ans, sa première réaction a été de ne pas y croire. Cela semblait trop beau pour être vrai. Son ami lui a montré son contrat à titre d'exemple et lui a expliqué le processus. L'agence à Dubaï était spécialisée dans ce type d'accord, opérait de manière semi-légale et avait des liens avec des avocats et des juges islamiques. Les femmes étaient sélectionnées, fournissaient des photos, des informations sur elles-mêmes
et passaient un examen médical pour confirmer leur bonne santé. Les hommes faisaient leur choix dans un catalogue, passaient des appels vidéo et invitaient parfois les femmes à un entretien personnel avant de prendre leur décision finale. Le processus prenait plusieurs semaines. Il fallait d'abord s'inscrire à l'agence, envoyer son profil avec des photos et des informations. Puis, il fallait attendre. L'agence prenait contact lorsque le client manifestait son intérêt. S'ensuivait un appel vidéo, une conversation par l'intermédiaire d'un interprète si le client ne parlait pas anglais, et une discussion sur les attentes. Si les deux parties étaient d'accord, un rendez-vous personnel était fixé. En général, l'homme payait le billet d'avion de la femme pour Dubaï, la logeait à l'hôtel, et ils se rencontraient plusieurs fois au cours de la semaine. Si tout convenait, un contrat était signé. La Britannique réfléchissait pendant 2 semaines, en discutait avec ses parents, sans toutefois leur dire toute la vérité, qu'elle venait de recevoir une offre pour travailler à Dubaï comme assistante personnelle d'un riche homme d'affaires. Ses parents étaient contre, ils disaient que c'était dangereux, que la culture y était différente, que les femmes y étaient maltraitées. Mais les dettes pesaient lourd, il n'y avait aucune perspective d'avenir et un demi-million de dollars pouvait complètement changer sa vie. Elle pouvait rembourser toutes ses dettes, acheter un appartement, investir le reste, commencer une vie normale. Au début du mois de décembre 2024, elle s'est inscrite à l'agence. Le processus était étonnamment professionnel. Le bureau de l'agence était situé dans un centre d'affaires moderne, dans le quartier de Dubai Marina, avec des locaux lumineux et un personnel européen. La directrice de l'agence, une Britannique d'une quarantaine d'années qui travaillait aux Émirats depuis 15 ans, lui a expliqué tous les détails. Elle n'a pas caché les risques. Elle a expliqué que les lois y étaient différentes, que les droits des femmes étaient limités, qu'en cas de conflit, les tribunaux se rangeaient généralement du côté des hommes. Mais elle a souligné que le contrat offrait une certaine protection, que la plupart des clients respectaient les conditions et qu'en 10 ans d'activité, l'agence n'avait connu aucun incident grave. L'examen médical comprenait des analyses de sang standard, un test de dépistage de drogue, un dépistage d'infection et un examen gynécologique. Tout a été pris en charge par l'agence et réalisé dans une clinique privée. Les résultats ont montré que j'étais en excellente santé. La séance photo était professionnelle, elle a duré plusieurs heures en studio, avec différents looks, des vêtements de tous les jours aux robes de soirée. Le photographe était poli, tout s'est passé sans inconvénient. Le profil a été activé une semaine plus tard. L'agence a expliqué que le processus pouvait prendre de quelques jours à plusieurs mois, selon le degré de correspondance entre la femme et les demandes des clients. Dans son cas, l'intérêt s'est manifesté rapidement. 4 jours plus tard, l'agence a appelé pour informer qu'un client souhaitait passer un appel vidéo. Le client était un homme de 52 ans, membre de la famille royale élargie d'un des Émirats, propriétaire de plusieurs sociétés dans le secteur de l'immobilier et de la construction. Sa fortune était estimée à plus de 300 millions de dollars. Il avait 3 épouses, 15 enfants, des maisons à Dubaï, à Londres et dans le sud de la France. Il parlait anglais avec un fort accent, mais assez couramment. L'appel vidéo a duré environ 40 minutes. Il lui a posé des questions sur sa vie, ses centres d'intérêt, son éducation. Il lui a demandé si elle était prête à vivre selon certaines règles, à porter des vêtements modestes dans les lieux publics, à ne pas consommer d'alcool en sa présence, à l'accompagner à des événements professionnels et à des réunions familiales. Il lui a expliqué qu'il recherchait une jeune épouse européenne pour son statut, que ses partenaires commerciaux européens et américains avaient une meilleure opinion d'une personne ayant une épouse occidentale. Cela montre une ouverture d'esprit et une modernité. Il ne cachait pas qu'il s'agissait d'un mariage de convenance pour les deux parties, qu'il n'y aurait pas d'amour, mais du respect et une vie confortable. L'offre était concrète. 500 000 dollars pour 2 ans de mariage. Le paiement était divisé en 4 tranches de 125 000 dollars, versées tous les 6 mois.
La première tranche serait versée après l'enregistrement officiel du mariage. Une villa dans le quartier de Jumeirah, une voiture, une allocation mensuelle de 10 000 $ pour les dépenses personnelles. Aucune obligation après 2 ans, le divorce serait automatiquement prononcé conformément aux termes du contrat. Aucune possibilité pour la femme de résilier le contrat avant terme sans perdre tous les paiements et rembourser l'argent déjà reçu. Du côté du mari, possibilité de résiliation à tout moment avec paiement du solde restant. Elle a accepté presque immédiatement. Les chiffres étaient trop alléchants. L'agence a organisé une rencontre personnelle 1 semaine plus tard, a payé le vol en classe affaires vers Dubaï et a réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles. Ils se sont rencontrés 3 fois en 5 jours. La première rencontre a eu lieu dans le restaurant de l'hôtel, une conversation formelle et polie autour d'un dîner. La deuxième rencontre a eu lieu dans son bureau, où il lui a montré le contrat et lui a expliqué tous les points par l'intermédiaire d'un avocat anglophone. La troisième rencontre a eu lieu dans la villa qui devait devenir sa maison, afin qu'elle puisse voir les conditions de vie. La villa était vraiment luxueuse. Un bâtiment de 3 étages avec 6 chambres, une piscine, un jardin, une vue sur la mer. Les meubles, les appareils électroménagers, tout était neuf et coûteux. Une chambre séparée pour elle, un dressing de la taille d'une pièce normale, une salle de bain avec jacuzzi et cabine de douche. Le personnel comprenait une femme de chambre, un jardinier et un cuisinier, tous travaillant à temps plein. Le contrat comptait 23 pages, rédigées en arabe et en anglais. L'avocat de l'agence, qui représentait ses intérêts, lui expliqua chaque point. Les conditions principales étaient les suivantes. Mariage d'une durée de 2 ans à compter de la date d'enregistrement. Résiliation automatique à l'expiration du délai si les parties ne convenaient pas d'une prolongation. Paiement de 500 000 $ en 4 versements de 125 000 $ tous les 6 mois. Premier versement dans les 48 heures suivant l'enregistrement du mariage. Hébergement dans la villa mise à sa disposition, voiture à sa disposition, allocation mensuelle de 10 000 $. Les obligations de l'épouse comprenaient la présence à des événements sociaux à la demande de son mari, l'hébergement dans la villa, le respect des règles de modestie vestimentaire dans les lieux publics, l'interdiction de travailler sans le consentement de son mari, l'interdiction de faire des déclarations publiques sur la nature du mariage. Une clause cruciale stipulait que l'épouse n'avait pas le droit de demander le divorce ou la résiliation du contrat avant l'expiration d'un délai de 2 ans. Toute tentative en ce sens entraînerait l'annulation immédiate du contrat, la perte de tous les paiements futurs et l'obligation de rembourser toutes les sommes déjà perçues dans un délai de 30 jours. Le mari a le droit de dissoudre le mariage à tout moment, à sa discrétion, moyennant le paiement de la totalité du montant restant. En cas de grossesse de la femme, le contrat est automatiquement prolongé jusqu'à la naissance de l'enfant, plus 6 mois, avec un paiement supplémentaire de 250 000 $. L'enfant reste avec son père après le divorce, conformément aux lois de la charia. L'avocat a souligné à plusieurs reprises qu'il s'agissait de conditions très strictes, notamment en ce qui concerne l'impossibilité pour la femme de résilier le contrat avant terme. Il a expliqué qu'en cas de conflit, les tribunaux locaux se rangeaient toujours du côté de l'homme et que le consulat britannique n'avait pas le pouvoir d'intervenir dans les mariages légaux enregistrés conformément aux lois locales. Il lui a demandé si elle était sûre de vouloir signer un tel contrat. Elle a répondu par l'affirmative. Le mariage a été enregistré le 23 décembre 2024 au tribunal islamique de Dubaï. La cérémonie a duré environ 30 minutes et s'est déroulée en arabe avec une traduction en anglais. 2 témoins étaient présents du côté du mari, ainsi qu'un représentant de l'agence du côté de la femme. L'imam a lu le contrat de mariage, ils l'ont tous deux signé et le processus était terminé. Elle est officiellement devenue sa 4e épouse selon la loi islamique. La première tranche a été versée sur son compte bancaire le lendemain.
125 000 dollars, convertis en environ 100 000 livres sterling. La première chose qu'elle a faite a été de rembourser toutes ses dettes de carte de crédit, puis d'envoyer 20 000 livres à ses parents en guise de cadeau, même s'ils ne savaient pas d'où venait cet argent. Elle a laissé le reste sur son compte pour commencer à épargner. Les premières semaines ont été une période d'adaptation. Elle a emménagé dans la villa et a commencé à aménager sa chambre et son dressing. Son mari venait 2 ou 3 fois par semaine, généralement tard le soir, passait la nuit et repartait tôt le matin. Sa famille principale, composée de 3 autres femmes, vivait dans un grand domaine, dans un autre quartier. Cette villa était spécialement pour elle, son refuge privé, comme il l'expliquait. Leur relation était froide, formelle. Il n'était ni cruel, ni grossier, simplement distant. Il la traitait davantage comme un objet que comme une personne. Les conversations étaient le minimal, principalement des instructions sur les événements à venir ou les règles de conduite. L'intimité était mécanique, sans tendresse ni romantisme. Il venait, faisait ce qu'il voulait, puis repartait. Elle a rapidement compris que son rôle était simplement d'être un bel objet, disponible quand il en avait besoin. Les événements sociaux ont commencé en janvier 2025. Le premier était un dîner d'affaires avec des partenaires italiens, une entreprise de construction qui souhaitait obtenir un contrat pour un projet à Dubaï. On lui a acheté une robe de soirée coûteuse, on lui a fait un maquillage et une coiffure professionnelle. Lors de l'événement, elle devait se tenir à côté de son mari, sourire, répondre à des questions polies sur ce qu'elle pensait de la vie à Dubaï. Son mari la présentait comme son épouse britannique, soulignant qu'elle venait de Londres, qu'elle était instruite et moderne. Cela impressionnait les partenaires européens, montrait qu'il n'était pas un arabe conservateur typique, mais un homme d'affaires progressiste. Ces événements avaient lieu environ 2 à 3 fois par mois. Il s'agissait parfois de dîners d'affaires, parfois de soirées caritatives, parfois de fêtes privées chez ses amis. Son rôle était toujours le même, être belle, être polie, ne rien dire de significatif. Elle était un objet de décoration, un symbole de statut social, rien de plus. Le reste du temps, sa vie était étonnamment solitaire. Son mari lui interdisait de travailler, lui interdisait de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux concernant sa vie réelle, limitait ses contacts avec ses amis. Elle passait ses journées dans la villa, au bord de la piscine, dans la salle de sport au rez-de-chaussée et allait parfois faire du shopping. Le chauffeur la conduisait où elle voulait, mais elle avait l'impression qu'il était à la fois son garde du corps et son surveillant, rapportant tous ses déplacements à son mari. Elle a essayé de se lier d'amitié avec les autres femmes, les a rencontrées plusieurs fois lors de réunions familiales. Mais le fossé culturel était énorme. Les 3 autres femmes étaient issues de familles locales, parlaient principalement arabe et vivaient dans un monde complètement différent. Elle la regardait avec méfiance, la considérait comme une menace ou simplement comme une étrangère. Les conversations étaient superficielles, froides. En février, elle a commencé à se sentir déprimée. Le luxe ne compensait pas l'isolement et la perte de liberté. Elle était dans une cage dorée, une belle prison. Les 10 000 dollars mensuels semblaient une plaisanterie quand il n'y avait personne avec qui les dépenser, nulle part où aller vraiment. Elle ne pouvait pas simplement prendre l'avion pour Londres afin de rendre visite à sa famille sans l'autorisation de son mari, et celui-ci ne la donnait que rarement et à contre-cœur. Son seul réconfort était de discuter avec quelques autres filles de l'agence qui se trouvaient dans des situations similaires. Elles se retrouvaient parfois dans des cafés ou des centres commerciaux pour partager leurs expériences. La plupart disaient la même chose, l'argent était bon, mais le prix émotionnel était élevé. Certaines comptaient les jours jusqu'à la fin de leur contrat. Une fille, qui avait déjà travaillé pendant 3 contrats en 5 ans, disait qu'elle s'était habituée, qu'elle avait appris à déconnecter ses émotions, à considérer cela comme un travail, rien de plus. Au début du mois de mars 2025, elle n'a pas eu ses règles. Au début, elle n'y a pas prêté attention.
pensant que le stress et le changement de mode de vie pouvaient avoir une incidence sur son cycle. Mais lorsque le retard a atteint 2 semaines, elle a acheté un test de grossesse à la pharmacie. Le test a affiché 2 bandes. Elle a fait 3 autres tests au cours des 2 jours suivants, achetés dans différentes pharmacies. Tous étaient positifs. La grossesse était un fait. Elle a pris rendez-vous dans une clinique privée, la même où elle avait passé sa visite médicale avant son mariage. Le médecin a confirmé la grossesse d'environ 6 semaines. Tout semblait normal, c'était une grossesse saine. Sa première réaction a été la panique. Elle s'est souvenue de la clause du contrat concernant la grossesse, prolongation automatique jusqu'à la naissance de l'enfant, plus 6 mois. L'enfant reste avec son père. Cela signifiait encore 1 an dans cette cage dorée, puis la perte de l'enfant. Elle n'avait jamais prévu d'avoir des enfants dans une telle situation. Elle s'était toujours protégée, mais il était arrivé une fois que son mari avait refusé d'utiliser un moyen de contraception, affirmant que c'était son droit en tant que mari. Elle passa plusieurs jours à réfléchir, ne dormant presque pas, ne mangeant pas. Elle examina les options. La première option était de se faire avorter en secret, de ne le dire à personne, de continuer comme si de rien n'était. L'avortement était légal aux Émirats arabes unis pour certaines raisons médicales, mais nécessitait l'autorisation du mari pour une femme mariée. Elle pouvait essayer de le faire illégalement dans une clinique privée pour beaucoup d'argent, mais le risque était énorme. Si son mari l'apprenait, les conséquences pourraient être catastrophiques. La deuxième option consistait à donner naissance à l'enfant, à remplir le contrat, à recevoir l'argent supplémentaire, puis à abandonner l'enfant et à partir. Mais l'idée de porter un enfant, de le mettre au monde, puis de l'abandonner était insupportable. Elle se connaissait suffisamment pour savoir que si elle accouchait, elle ne pourrait pas le donner. Elle s'attacherait à lui, l'aimerait, et la séparation serait alors encore plus douloureuse. La troisième option consistait à essayer de résilier le contrat, de partir et de mettre l'enfant au monde, en Grande-Bretagne. Mais le contrat était très clair, aucune possibilité de résiliation de la part de la femme, perte totale de l'argent, remboursement de la tranche déjà reçue. Cela signifiait qu'elle devait rembourser 125 000 $, qu'elle n'avait plus, la majeure partie ayant été utilisée pour rembourser ses dettes. Elle se serait retrouvée dans une situation financière encore pire qu'avant le contrat, avec en plus un enfant. La quatrième option consistait à en parler à son mari, en espérant qu'il accepterait de modifier les conditions et la laisserait partir. Mais elle ne croyait pas en sa bonté ou en sa compassion. En 4 mois de mariage, il n'avait jamais montré la moindre émotion humaine à son égard, seulement un calcul froid. Après une semaine de réflexion douloureuse, elle prit sa décision. Il fallait parler à son mari, lui expliquer la situation, demander la résiliation du contrat. Elle était prête à rendre l'argent, à négocier un échelonnement des paiements, à signer n'importe quel document de confidentialité pourvu qu'elle puisse partir. La grossesse avait tout changé. Ce n'était plus seulement une question de confort pour elle, c'était une question d'avenir pour l'enfant. Le 21 mars 2025, elle attendit sa visite du soir à la villa. D'habitude, il venait vers 21 h, s'il venait. Elle demanda au chauffeur de lui dire qu'elle avait besoin de lui parler sérieusement. Il arriva vers 22 h, l'air agacé d'avoir été dérangé sans raison valable. Ils s'assirent dans le salon au rez-de-chaussée. Elle lui dit directement qu'elle était enceinte. Sa première réaction fut la satisfaction, voire un semblant de sourire. Il dit que c'était bien, que le contrat prévoyait cette possibilité, qu'il était heureux d'avoir un autre enfant. Elle comprit qu'il n'avait pas saisi le ton de sa voix, qu'il n'avait pas compris qu'elle n'était pas heureuse de cette nouvelle. Elle lui a expliqué qu'elle ne voulait pas continuer le mariage, qu'elle ne pouvait pas rester ici encore 1 an et demi, qu'elle voulait rompre le contrat et partir. Elle lui a demandé de la laisser partir, lui a dit qu'elle rembourserait l'argent, qu'elle trouverait un moyen. Son visage a instantanément changé, le sourire a disparu, remplacé par une colère froide.
Il a dit qu'un contrat était un contrat, qu'elle l'avait signé de son plein gré, qu'il était trop tard pour changer d'avis. La grossesse ne faisait que renforcer ses droits. Le contrat était désormais automatiquement prolongé. Elle allait accoucher ici. L'enfant resterait avec lui, telle était la loi. Si elle essayait de s'enfuir ou de rompre le contrat, il utiliserait toutes ses relations pour la ramener, intenterait des poursuites devant les tribunaux britanniques pour récupérer son argent et détruirait sa réputation. Elle insista, haussant le ton, disant qu'elle s'adresserait au consulat britannique, parlerait du contrat et demanderait de l'aide. C'était une erreur. Son visage devint de pierre. Il s'est levé, s'est approché d'elle, l'a saisie par les épaules et l'a serrée si fort qu'elle en a eu mal. Il lui a dit lentement, calmement, que si elle osait s'adresser au consulat ou parler à quelqu'un du contrat, elle le regretterait. Il avait le pouvoir et l'argent, il pouvait faire en sorte qu'elle disparaisse et que personne ne pose de questions. Le consulat n'avait aucun pouvoir ici. La police locale lui était soumise, elle ne pourrait rien faire. Pour la première fois depuis le début de leur mariage, elle eut physiquement peur. Auparavant, il était froid, mais pas agressif. Maintenant, elle voyait qu'il était capable de violence. Il la lâcha, lui ordonna de ne plus jamais aborder le sujet et partit. Elle est restée assise dans le salon sombre pendant plusieurs heures, tremblante, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Le lendemain, le 22 mars, elle a contacté le consulat britannique à Dubaï. Elle a téléphoné, demandé un rendez-vous, dit que c'était urgent. Le consul a fixé le rendez-vous au 24 mars, 2 jours plus tard. Elle n'a pas donné de détails au téléphone, craignant que la conversation soit écoutée. Le 23 mars, elle a essayé de contacter l'agence qui avait organisé le contrat. Elle voulait savoir s'il y avait déjà eu des cas similaires et ce qu'on faisait habituellement dans de telles situations. Mais le numéro de l'agence ne répondait pas, et l'email lui a été renvoyé avec un message d'erreur indiquant que l'adresse n'existait pas. Elle a essayé de trouver les bureaux de l'agence dans le centre d'affaires où elle se trouvait auparavant. Elle s'y est rendue, mais les bureaux étaient vides, les nouveaux locataires avaient emménagé 1 mois auparavant. L'administrateur du bâtiment lui a dit que la société précédente avait déménagé soudainement, sans laisser de coordonnées. Cela l'a effrayée encore plus. L'agence avait disparu, son seul lien avec le monde qui avait arrangé ce mariage s'était dissous. Elle se sentait complètement isolée, sans soutien, sans possibilité d'obtenir des conseils. Elle a essayé de contacter ses amies qui travaillaient également pour la même agence. L'une d'elles n'a pas répondu à ses appels. La deuxième a répondu, mais elle était très prudente, parlait par phrases courtes, a dit qu'elle ne pouvait pas la rencontrer, que tout allait bien pour elle, puis a raccroché. La troisième fille a accepté de la rencontrer dans un café le soir du 23 mars. La rencontre a été brève. Son amie semblait tendue. Elle regardait constamment autour d'elle. Elle a chuchoté que l'agence avait fermé après que les autorités aient commencé à s'intéresser à elle, ses contrats ayant attiré trop d'attention. La directrice de l'agence était partie en Europe. Toutes les traces avaient été effacées. Les filles qui avaient des contrats avec cette agence dépendaient désormais entièrement de leur mari, sans aucun soutien extérieur. Elle l'a averti qu'il était très dangereux d'essayer de rompre son contrat, qu'elle connaissait le cas d'une fille qui avait tenté de s'enfuir, qui avait été retrouvée 1 semaine plus tard, battue et expulsée sans argent. Elle lui a conseillé de simplement prendre son mal en patience, d'attendre la fin de son contrat, de toucher son argent et de partir. La rencontre s'est terminée, mon ami est parti rapidement. La Britannique a passé une nuit blanche à réfléchir. Sa grossesse avançait, chaque jour rendait le retour plus difficile. Si elle voulait agir, c'était maintenant ou jamais. Le rendez-vous au consulat était fixé au matin du 24 mars. Elle a décidé d'y aller, de dire toute la vérité et de demander de l'aide. Le matin du 24 mars, elle a dit au chauffeur qu'elle se rendait au centre commercial. Le chauffeur l'a conduite là-bas et, comme d'habitude, lui a dit qu'il l'attendrait dans le parking.
Elle est entrée dans le centre commercial, a traversé plusieurs magasins, est sortie par une autre porte et a pris un taxi pour se rendre au consulat. C'était un bureau standard, avec un gardien à l'entrée et un contrôle des documents. Une employée du consulat, une femme d'une quarantaine d'années, l'a reçue dans un petit bureau au 2e étage. La Britannique a raconté toute l'histoire, le contrat, les conditions, la grossesse, les menaces de son mari. Elle a montré une copie du contrat qu'elle avait conservé sous forme électronique dans son téléphone. Elle a demandé de l'aide pour quitter le pays et obtenir une protection. La consul l'a écoutée attentivement et a pris des notes. Une fois son récit terminé, sa réponse a été prudente et décevante. Elle a expliqué que le consulat ne pouvait pas intervenir directement dans les mariages légaux enregistrés conformément aux lois locales. Le contrat, bien qu'inhabituel, est un document juridiquement contraignant, signé volontairement. La grossesse complique la situation, car selon les lois locales, le père a des droits préférentiels sur l'enfant. Si elle tente de partir maintenant, son mari peut demander une interdiction de sortie du territoire et les autorités locales le soutiendront. La seule possibilité est d'essayer de négocier avec son mari une résiliation à l'amiable du contrat, éventuellement par l'intermédiaire d'avocats, avec une compensation financière. Le consulat peut fournir une liste d'avocats spécialisés en droit de la famille, qui ont l'habitude de traiter des affaires internationales. Il peut également aider à obtenir un refuge temporaire si la vie de la femme est en danger. Mais pour cela, il faut des preuves d'une menace immédiate. La Britannique a demandé ce qui se passerait si elle achetait simplement un billet et s'envolait. L'employé du consulat lui a expliqué qu'elle pourrait très rapidement se voir interdire de quitter le pays, en quelques heures seulement, si son mari s'adressait à la police. Elle serait arrêtée à l'aéroport et renvoyée. Des poursuites judiciaires s'ensuivraient, peut-être une arrestation pour violation du contrat de mariage. Les lois locales sont très strictes en la matière, surtout lorsqu'il s'agit d'une famille influente. La rencontre a duré environ 1 heure. La Britannique est repartie avec un sentiment de désespoir, mais aussi avec les coordonnées d'un avocat qui, selon le consulat, aidait dans ce genre de cas. Elle est retournée au centre commercial où l'attendait son chauffeur et a fait semblant d'avoir fait du shopping toute la journée. Le soir même, le 24 mars, elle a appelé l'avocat. Ils ont convenu d'un rendez-vous le 26 mars. L'avocat l'a averti que ses services étaient coûteux. La consultation initiale coûtait 5 000 $ et la représentation ultérieure coûtait 15 000 $ et plus, selon la complexité de l'affaire. Elle avait de l'argent sur son compte. Elle a accepté. Le matin du 25 mars, son mari est arrivé à l'improviste à la villa. C'était inhabituel, il venait rarement pendant la journée. Il est entré dans sa chambre, où elle se trouvait, et a fermé la porte. Son visage était froid, impassible, mais elle voyait la colère dans ses yeux. Il lui a dit qu'il était au courant de sa visite au consulat. Il n'a pas expliqué comment il l'avait appris, mais il était clair que le chauffeur l'avait rapporté, ou quelqu'un du personnel de la villa, ou qu'il avait des relations au consulat. Il lui a dit qu'elle avait commis une grave erreur, qu'il l'avait prévenue de ne pas le faire. Maintenant, la situation avait changé. Il ne pouvait plus lui faire confiance. Des mesures devaient être prises. Il lui a annoncé que son passeport serait confisqué et conservé dans son bureau. Son compte bancaire serait bloqué jusqu'à la naissance de l'enfant. Elle ne quitterait pas la villa sans son autorisation. Le chauffeur et le personnel avaient reçu pour instruction de lui rendre compte de tous ses faits et gestes. Si elle tentait de s'enfuir ou de contacter quelqu'un sans autorisation, les conséquences seraient graves. Elle a tenté de protester, mais il a simplement tendu la main et exigé son passeport. Elle a répondu qu'il se trouvait dans le coffre-fort de la chambre. Il lui a ordonné de l'ouvrir. Elle a ouvert le coffre-fort et lui a remis le passeport. Il l'a pris, s'est retourné et est parti sans un mot. Elle resta assise sur le lit, réalisant que la situation était passée de mauvaise à catastrophique. Sans passeport, elle ne pouvait pas quitter le pays légalement.
Sans accès à son argent, elle ne pouvait pas payer un avocat ou organiser son évasion. Elle était en fait assignée à résidence, dans une prison luxueuse. Elle passa le reste de la journée à réfléchir aux différentes options qui s'offraient à elle. Elle pouvait essayer de contacter sa famille en Grande-Bretagne, leur demander de s'adresser au ministère des Affaires étrangères, créer un incident international. Mais elle craignait que cela ne fasse qu'empirer la situation et ne la mette encore plus en danger. Elle pouvait essayer de s'échapper physiquement, escalader le mur de la villa pendant la nuit, se rendre au consulat et demander l'asile. Mais il y avait des gardes, des caméras, et ses chances de réussite semblaient faibles. Le matin du 26 mars, elle s'est réveillée avec la décision d'essayer une nouvelle fois de parler à son mari, mais de manière plus calme, d'essayer de trouver un compromis. Peut-être que si elle lui expliquait qu'elle était prête à rendre l'argent, à signer un accord de confidentialité, à renoncer à toute réclamation, il accepterait de la laisser partir. Elle l'a appelé vers midi et lui a demandé de venir pour discuter. Il a répondu qu'il était occupé, mais qu'il viendrait dans la soirée s'il trouvait le temps. Elle a passé la journée à attendre, répétant ce qu'elle allait dire, comment elle allait le demander, quelles concessions elle était prête à faire. Il est arrivé vers 21h. Ils se sont retrouvés dans le salon. Elle a essayé de parler calmement, de manière raisonnable. Elle lui a expliqué qu'elle comprenait sa position, que le contrat était important, mais que la grossesse changeait tout. Elle lui a proposé de lui rendre tout l'argent, de signer tous les documents, voire de renoncer officiellement à ses droits sur l'enfant, pourvu qu'il la laisse partir immédiatement. Sa réponse a été catégorique. Non. Le contrat serait exécuté dans son intégralité. Elle mettrait l'enfant au monde ici, resterait les 6 mois prévus après l'accouchement, recevrait de l'argent supplémentaire, puis partirait. L'enfant resterait avec lui. Telles étaient les conditions, elles n'étaient pas négociables. Elle a senti le désespoir se transformer en colère. Elle lui dit qu'il ne pouvait pas la retenir prisonnière, que c'était illégal, même ici, qu'elle était un être humain et non un objet. Elle éleva la voix, se mit à crier, lui dit qu'il le regretterait, qu'elle raconterait tout aux journalistes, créerait un scandale, déshonorerait sa famille. Ce fut sa deuxième erreur. Il se leva, le visage déformé par la rage. Il s'est approché d'elle et l'a frappée au visage avec une telle force qu'elle est tombée sur le canapé. Puis, il l'a saisie à la gorge et a commencé à serrer. Elle a essayé de repousser ses mains, elle le griffait, mais il était beaucoup plus fort. Elle sentait l'air se couper, sa vue commençait à s'assombrir. La panique était totale. Puis il la lâcha, recula, haletant. Elle étouffait, toussait, se tenait la gorge. Il se tenait au-dessus d'elle, la regardant de haut. Il dit doucement que c'était son dernier avertissement. Si elle essayait encore une fois de le menacer, lui ou sa famille, les conséquences seraient irréversibles. Puis il partit en claquant la porte. Elle était assise sur le sol du salon, pleurant, se tenant la gorge, souffrant. Son cou était brûlant, probablement couvert de bleu. Pour la première fois, elle avait vraiment peur pour sa vie. Elle comprit qu'il était capable de pire, que ses menaces n'étaient pas que des mots. Elle passa les 2 jours suivants dans sa chambre, ne sortant presque pas, refusant de manger. Le personnel de la villa se comportait bizarrement, évitait le contact visuel, parlait le moins possible. Elle sentait qu'ils étaient au courant du conflit et avaient reçu pour instruction de la surveiller. Le 28 mars au soir, elle finit par descendre, décidant d'aller nager dans la piscine, l'activité physique l'aidant à gérer son stress. Il était environ 23 heures. Le personnel s'était déjà retiré dans ses chambres, dans l'aile de service. Elle était seule. La piscine était éclairée, l'eau était chaude, environ 28 degrés. Elle nageait lentement, essayant de se vider la tête, de réfléchir à la suite des événements. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite, car il n'y avait pas de témoins et il n'existe qu'une seule version officielle. Mais sur la base des témoignages, des rapports médicaux et de l'enquête, il est possible de reconstituer la chronologie probable des événements.
Vers minuit, son mari est arrivé à la villa. C'était inhabituel à une heure aussi tardive, mais les gardes le connaissaient et l'ont bien sûr laissé entrer. Il est entré dans la maison, a vu la lumière de la piscine et s'y est rendu. Elle était dans l'eau. Un autre conflit a éclaté entre eux. Peut-être a-t-elle de nouveau abordé le sujet du divorce. Peut-être était-il simplement en colère à cause de ses menaces précédentes. D'après ce qui a été découvert plus tard, il s'est approché du bord de la piscine alors qu'elle était au bord. Il l'a attrapée par le cou, a commencé à l'étrangler et l'a maintenue sous l'eau. Elle s'est débattue, lui a griffé les mains, a essayé de se libérer, mais il était beaucoup plus fort et l'eau rendait ses mouvements difficiles. La lutte a duré plusieurs minutes. À un moment donné, elle a cessé de bouger. Il l'a lâchée et son corps a coulé au fond de la partie peu profonde de la piscine, à une profondeur d'environ 1,60 m. Le matin du 29 mars, le personnel a découvert le corps dans la piscine. La femme de chambre est venue faire le ménage vers 8 heures du matin, a vu une silhouette immobile au fond de la piscine et a crié. Le gardien est descendu dans la piscine et a sorti le corps. La peau était pâle, les lèvres bleues, il n'y avait aucun signe de vie. La police et l'ambulance ont été appelées. La police est arrivée vers 8h30, l'ambulance quelques minutes plus tard. Les médecins ont constaté le décès, dont l'heure a été estimée entre 6 et 10 heures auparavant, c'est-à-dire entre 22 heures et 2 heures du matin. Le corps a été transporté à la morgue pour y être autopsié. L'autopsie a été pratiquée par le médecin légiste en chef du centre médico-légal de Dubaï, le docteur Amir Saleh, le 30 mars 2025. Le docteur Saleh occupait ce poste depuis 11 ans. Il était certifié au niveau international et avait suivi une formation à Londres et à New York. Sa réputation était irréprochable. Il avait pratiqué des centaines d'autopsies et ses conclusions étaient rarement contestées. L'examen externe préliminaire du corps a révélé plusieurs détails importants. La peau était pâle avec une teinte bleuâtre caractéristique de la noyade. Les poumons étaient remplis d'eau, ce qui confirmait la mort par noyade. Mais de multiples ecchymoses ont été découvertes sur le cou, situées symétriquement de part et d'autre de la trachée. La forme et la disposition des ecchymoses correspondaient à une compression du cou par les mains d'un adulte. Le docteur Saleh a procédé à une analyse détaillée des lésions du cou au microscope. Les ecchymoses étaient récentes, elles étaient apparues juste avant ou pendant la mort. L'os hyoïde présentait une microfissure caractéristique d'une forte compression de la gorge. Des égratignures microscopiques ont été découvertes sur la peau du cou, probablement causées par les ongles de l'agresseur ou par les mains de la victime qui tentait de se libérer. Des particules de peau et de sang ont été découvertes sous les ongles de la victime. Le docteur Saleh a prélevé des échantillons pour une analyse ADN. Des ecchymoses ont également été découvertes sur les épaules et les avant-bras, correspondant à une prise par des mains puissantes. La nature des ecchymoses indiquait une lutte, une résistance. L'analyse du contenu de l'estomac et du sang a révélé l'absence d'alcool ou de substances narcotiques. Ceci était important, car la version initiale de la police suggérait une possible intoxication comme cause de l'accident. Mais l'analyse toxicologique était totalement négative. La femme était sobre au moment de sa mort. L'examen des poumons a révélé que l'eau s'était introduite dans les voies respiratoires alors que la victime respirait encore, ce qui confirmait la noyade comme cause directe du décès. Cependant, la présence de lésions au niveau du cou indiquait que la noyade avait été précédée d'un étouffement. Le schéma classique d'une noyade violente est le suivant. La victime est d'abord étranglée pour affaiblir sa résistance, puis noyée. Le docteur Saleh a rédigé son rapport préliminaire dans la soirée du 30 mars. Il a écrit « La mort est survenue à la suite d'une noyade dans de l'eau douce. Cependant, la présence de multiples ecchymoses sur le cou, de microfractures de l'os hyoïde, de traces de lutte et l'absence d'alcool ou de drogue dans le sang indiquent une possible noyade violente.
Une enquête criminelle est recommandée. Le rapport a été transmis au commissariat de police de Dubaï le matin du 31 mars. La procédure habituelle voulait que la police ouvre une enquête pour mort suspecte, interroge les témoins, vérifie les alibis des suspects potentiels et recueille des preuves. Mais dans ce cas, la procédure a pris une autre tournure. Le soir du 31 mars, le docteur Saleh a été convoqué par le directeur adjoint du centre médico-légal. Deux personnes en civil, qui se sont présentées comme des représentants du parquet, étaient également présentes à la réunion. La conversation a été brève et tendue. Le directeur adjoint a déclaré que le rapport préliminaire contenait des erreurs et devait être révisé. Il a indiqué que les ecchymoses sur le cou pouvaient avoir été causées après la mort, lors des tentatives de réanimation ou de la sortie du corps de la piscine. La microfissure de l'os hyoïde pouvait être une ancienne blessure sans rapport avec la mort. Les traces sous les ongles pourraient provenir du fait que la victime se serait gratté la peau. L'absence d'alcool n'exclut pas un accident. Une personne peut se noyer à jeun, en trébuchant ou en perdant connaissance pour d'autres raisons. Le docteur Saleh a rétorqué que son analyse était fondée sur des données médicales objectives et que les blessures indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un acte de violence. L'un des représentants du parquet l'a interrompu, affirmant que l'affaire concernait une famille très influente et que des accusations non fondées pourraient avoir de graves conséquences. Il a proposé au docteur Salih de revoir son rapport en utilisant des formulations plus prudentes. Le docteur Salih a refusé de modifier son rapport médical sous la pression. Il a déclaré que son éthique professionnelle ne lui permettait pas de déformer les faits. La réunion s'est terminée dans une atmosphère tendue. On lui a donné jusqu'au lendemain matin pour réfléchir. Le 1er avril, le docteur Saleh est arrivé au travail et a découvert qu'il avait été écarté de l'affaire. La raison officielle était un conflit d'intérêts, sans plus de précision. L'autopsie a été confiée à un autre médecin légiste, plus jeune, moins expérimenté et au principe plus souple. Le nouveau rapport était prêt dans la soirée du 1er avril. Il disait « La mort est survenue à la suite d'un accident, noyade dans la piscine. Les blessures au cou sont mineures, peut-être post-mortem. Aucun signe de mort violente n'a été trouvé. Il est recommandé de clore l'affaire comme un accident. » La police a accepté cette conclusion sans poser de questions. L'enquête était formelle, superficielle. Le personnel de la villa a été interrogé. Tous ont déclaré n'avoir rien vu ni entendu cette nuit-là. La femme de chambre a trouvé le corps le matin, a appelé les secours, c'est tout. Le gardien a confirmé que personne n'était entré dans la propriété pendant la nuit. Les caméras de vidéosurveillance ne fonctionnaient pas cette nuit-là pour une raison inconnue. Un problème technique, selon les explications fournies. Le mari a été interrogé le 2 avril. Il a déclaré ne pas avoir été à la villa dans la nuit du 28 au 29 mars, avoir passé la nuit chez lui avec ses autres épouses, ce que les membres de la famille peuvent confirmer. Il a déclaré être très attristé par la mort tragique de sa femme, qui était une femme bonne, mais qui buvait parfois de l'alcool en secret et qu'elle était peut-être ivre et s'était noyée. Les témoignages des membres de sa famille ont entièrement confirmé son alibi. Des échantillons d'ADN prélevés sous les ongles de la victime ont été envoyés pour analyse, mais les résultats ont été retardés pour une raison inconnue. Il s'est avéré par la suite que les échantillons avaient été perdus dans le laboratoire, la version officielle étant une erreur administrative. Sans les échantillons, il était impossible d'établir à qui appartenaient la peau et le sang. Le 3 avril, le consulat britannique a demandé des informations sur l'enquête. La police a répondu que la mort était accidentelle, qu'il n'y avait aucun signe de crime et que l'affaire était close. Le consulat a demandé une copie du rapport médico-légal. On lui a fourni un deuxième rapport indiquant que la mort était accidentelle. La famille de la victime, qui vivait en Grande-Bretagne, a été informée du décès le 4 avril. On leur a communiqué la version officielle. Leur fille s'était noyée dans une piscine, accidentellement,
peut-être sous l'influence de l'alcool. Les parents étaient sous le choc. Ils savaient que leur fille ne buvait presque jamais, qu'elle était une bonne nageuse depuis son enfance et que cette version n'avait aucun sens. Ils ont exigé une enquête approfondie et insisté pour qu'une expertise indépendante soit réalisée. Le 5 avril, un représentant du mari, un avocat local, a contacté les parents en Grande-Bretagne. Il leur a présenté ses condoléances au nom de la famille du Cher et leur a fait part de la profonde tristesse du mari face à cette perte. Il a proposé une compensation financière en signe de respect pour la mémoire de la défunte, 2 millions de dollars. La seule condition était que la famille signe un document stipulant qu'elle ne demanderait pas l'exhumation du corps, une nouvelle enquête ou ne porterait pas plainte contre le mari ou sa famille. Les parents ont d'abord refusé. Ils voulaient la vérité, pas de l'argent. Mais l'avocat a insisté. Il est revenu 2 jours plus tard et leur a expliqué que sans leur accord, le corps ne serait pas transféré pour être inhumé en Grande-Bretagne, mais resterait à Dubaï. Il leur a expliqué que toute tentative de procédure judiciaire prendrait des années, serait coûteuse et aurait peu de chances d'aboutir compte tenu des lois locales et de l'influence de la famille. Il leur a dit que 2 millions de dollars leur permettraient d'enterrer leur fille dans la dignité, d'assurer leur vieillesse et d'aider leurs petits-enfants s'ils en avaient. La pression était énorme. L'avocat a également laissé entendre que leur fille s'était mariée de son plein gré, qu'il existait certains contrats qui compromettraient sa réputation s'ils étaient rendus publics, qu'il était dans l'intérêt de toutes les parties de clore l'affaire discrètement et dignement. Après une semaine de réflexion douloureuse et de consultation avec leurs propres avocats, qui ont confirmé que les perspectives d'enquête étaient minimes, les parents ont signé l'accord. L'argent a été transféré le 15 avril, 2 millions de dollars sur le compte de la famille. Le corps a été remis au consulat pour être transporté en Grande-Bretagne. Les funérailles ont eu lieu le 22 avril dans sa ville natale dans l'Essex, en présence d'une 50aine de personnes, famille, amis, anciens collègues du mannequinat. Le docteur Saleh a tenté de soulever la question de sa suspension et des pressions exercées pour modifier le verdict. Il a écrit une plainte au ministère de la Santé, décrivant toutes les circonstances et insistant pour qu'un contrôle éthique soit effectué. La plainte a été examinée, mais rejetée. La position officielle est qu'il n'y a eu aucune pression, que la suspension était due à un conflit d'intérêts et que le deuxième verdict était plus précis. En mai 2025, le docteur Saleh a été licencié du centre médico-légal. La raison officielle était une réorganisation du personnel et une réduction des effectifs. Il a reçu une indemnité et a été invité à signer un accord de confidentialité concernant les procédures internes du centre. Il a signé parce qu'il avait besoin d'argent pour sa famille, qu'il avait un crédit immobilier et 2 enfants scolarisés. Après son licenciement, il a essayé de trouver un emploi dans d'autres établissements médicaux des Émirats arabes unis. Mais il a essuyé des refus partout. Sa réputation était discrètement ternie, le bruit courait qu'il était conflictuel et ne respectait pas les procédures. 6 mois plus tard, il est retourné en Égypte, son pays d'origine, où il a trouvé un emploi dans un hôpital universitaire au Caire pour un salaire nettement inférieur. Le contrat que la défunte avait signé avec le Cher a été saisi par la police sur les appareils électroniques de la défunte lors d'une perquisition officielle de la villa. Officiellement, cela a été fait afin de vérifier les circonstances du décès. Mais le contrat n'est jamais apparu dans le dossier. Il n'a pas été remis à la famille ni au consulat. Selon des informations non officielles provenant d'une source au sein de la police, qui a ensuite contacté anonymement le journaliste chargé de l'enquête, le contrat a été détruit sur ordre d'un haut fonctionnaire, car il s'agissait d'un document compromettant. L'affaire a été très peu médiatisée. Plusieurs journaux locaux des Émirats arabes unis ont publié de brèves notes sur la mort tragique d'une citoyenne britannique à la suite d'un accident.
Les tabloïds britanniques ont publié plusieurs articles avec des titres tels que « La tragédie d'un mannequin britannique à Dubaï », mais sans donner de détails, se basant uniquement sur la version officielle. Personne n'a creusé plus loin, personne n'a vraiment enquêté. J'ai commencé à étudier cette affaire en juillet 2025, 4 mois après le décès. Je suis tombé par hasard sur une mention dans le blog d'une des amies de la défunte, qui avait écrit un message émouvant disant que son ami avait été tué, mais que personne ne voulait enquêter. Le message a été supprimé le lendemain, mais j'ai eu le temps de faire une capture d'écran. J'ai contacté l'auteur du blog, elle a accepté de parler anonymement. Elle m'a parlé du système des mariages contractuels, de l'agence, et m'a dit qu'elle connaissait plusieurs autres filles dans des situations similaires. Elle m'a donné des contacts, des noms. J'ai commencé à rassembler des informations petit à petit. J'ai parlé aux parents de la victime. Ils m'ont donné des copies des documents qu'ils avaient reçus du consulat. J'ai parlé officieusement aux employés du consulat. Ils ont confirmé que l'affaire était suspecte, mais qu'ils avaient les mains liées par les lois locales. J'ai contacté le docteur Saleh au Caire. Il a accepté de m'accorder une interview à condition de rester anonyme. J'ai raconté toute l'histoire de la détention initiale, des pressions, du licenciement. J'ai essayé de contacter le mari par les voies officielles pour obtenir ses commentaires. J'ai reçu une réponse de ses avocats. Aucun commentaire, menace de poursuite judiciaire pour diffamation si je publiais quoi que ce soit qui puisse nuire à la réputation du client. J'ai essayé de contacter la police de Dubaï et demander des copies des documents d'enquête. J'ai reçu un refus formel. L'affaire est close. Les informations ne peuvent être divulguées. J'ai trouvé une autre fille qui travaillait pour la même agence, qui était mariée par contrat, mais dont le contrat s'était terminé avec succès, qui avait reçu son argent et était partie. Elle a accepté de raconter son histoire de manière anonyme et a confirmé tous les détails sur le fonctionnement du système. Elle a déclaré connaître plusieurs cas où des filles avaient tenté de résilier leur contrat avant terme et où les conséquences avaient toujours été désastreuses. L'une d'elles a été battue et expulsée, une autre a tout simplement disparu. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. J'ai rassemblé suffisamment d'informations pour écrire un article détaillé, mais aucun grand journal n'a voulu le publier. Trop risqué, menaces de poursuites judiciaires, difficultés à obtenir des preuves, tous les témoins sont anonymes. Plusieurs plateformes en ligne ont accepté de le publier dans une version abrégée, sans accusation directe, en se contentant d'exposer les faits et les questions. L'histoire a attiré une certaine attention sur les réseaux sociaux. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont rédigé des rapports sur la pratique des mariages contractuels dans les pays du Golfe, sur la manière dont cela exploite les femmes vulnérables. Le Parlement britannique a soulevé la question lors d'une réunion de la Commission des Affaires étrangères et a demandé au ministère des Affaires étrangères de fournir des informations sur les cas de mariage de ce type impliquant des citoyens britanniques. Le ministère des Affaires étrangères a répondu qu'aucun cas officiel n'avait été enregistré, car ces mariages sont enregistrés comme des mariages ordinaires et ne sont pas classés séparément. Les parents de la défunte ont utilisé une partie de l'indemnisation reçue pour créer un petit fonds caritatif qui aide les jeunes femmes à éviter l'exploitation à l'étranger. Ils organisent des séminaires éducatifs et mettent en garde contre les risques liés au contrat, qui semblent trop beaux pour être vrais. C'est leur façon de faire face à la perte, de trouver un sens à la tragédie. Le mari continue à vivre sa vie. 1 an après la mort de sa 4e épouse, il s'est remarié, cette fois avec un mannequin français, par l'intermédiaire d'une agence similaire. Son entreprise prospère, il reste une figure influente dans les milieux d'affaires des Émirats arabes unis. Aucune conséquence, aucune responsabilité. Le docteur Saleh travaille toujours au Caire, tourmenté par les souvenirs de cette affaire. Lors de notre dernière conversation, il m'a dit « J'ai vu des centaines de morts, mais celle-ci me hante.
parce que je connaissais la vérité. J'avais des preuves, mais je n'ai rien pu faire. Le système a triomphé de la vérité. L'histoire des mariages contractuels se poursuit. Selon les estimations des organisations de défense des droits humains, entre 500 et 1000 femmes originaires d'Europe, de Russie et d'autres pays se trouvent actuellement dans les pays du Golfe Persique dans le cadre de mariages contractuels similaires. La plupart d'entre elles terminent leur contrat sans incident, reçoivent leur argent et repartent. Mais certaines tentent de partir avant la fin du contrat et se heurtent à des problèmes. Le nombre exact de victimes est inconnu, car la plupart des cas sont passés sous silence. Une Britannique de 26 ans, dont je tairai le nom à la demande de sa famille, est devenue une nouvelle victime d'un système qui transforme les relations humaines en marchandises. Elle a signé le contrat de son plein gré, attirée par l'argent, sans en comprendre pleinement les conséquences. Lorsqu'elle a tenté de se retirer, elle s'est heurtée au mur du pouvoir, de l'argent et de l'indifférence d'un système judiciaire qui protège les riches et les puissants. Son corps repose dans un cimetière de l'Essex. Sur sa tombe, une simple inscription indique son nom et les dates de sa vie. Ses parents viennent chaque semaine, apportent des fleurs, s'assoient à côté d'elle et lui parlent. Ils ne sauront jamais toute la vérité sur les derniers instants de sa vie, ils ne verront jamais la justice rendue. Mais ils savent une chose, leur fille ne s'est pas noyée accidentellement. Elle a été tuée par un système qui considère les femmes comme des marchandises et par un homme qui l'a considérée comme sa propriété. Cette histoire ne concerne pas seulement un décès. Elle concerne un système qui existe dans l'ombre, qui exploite la vulnérabilité, qui promet la richesse, mais qui conduit parfois à la tragédie. Et tant que l'argent, le pouvoir et la corruption seront plus forts que la loi et la justice, de telles histoires continueront de se produire.